Je m'appelle Marguerite. J'ai 43 ans et il y a 3 mois, une infirmière m'a regardée avec une pitié que je n'avais pas demandée et m'a dit « Vous devriez vraiment envisager de vous faire aider à domicile ». Je venais d'échouer à un test que j'ignorais passer. C'est arrivé lors d'un contrôle de routine. Le genre de rendez-vous que j'avais failli annuler 2 fois parce que rien n'allait mal, du moins c'est ce que je pensais. Le docteur Moreau m'a demandé de me lever de la chaise de la salle d'attente sans utiliser mes mains. Assez simple. Sauf que quand j'ai essayé, mes jambes ont tremblé. J'ai dû m'appuyer sur la coudoir. 2 fois. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle a juste noté quelque chose sur son bloc-notes. Puis elle m'a demandé de marcher jusqu'au bout du couloir et de revenir. Je l'ai fait. Elle m'a chronométré. Encore une note. Serrez ceci aussi fort que vous le pouvez, a-t-elle dit en me tendant une sorte d'appareil qui mesurait la pression. J'ai serré. Le chiffre qui est apparu l'a fait hésiter plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Au moment où je me suis rassise dans son bureau, je savais que quelque chose avait changé. Pas dans mon corps, dans la façon dont elle me regardait. « Marguerite, dit-elle doucement, avez-vous remarqué des changements dans votre force ? Votre équilibre ? Non, pas vraiment. Ou peut-être que si, mais je les avais appelés autrement. Être prudente, prendre mon temps, ne plus me presser comme avant. C'est à ce moment-là que l'infirmière est entrée avec une pile de brochures. Aider à domicile, service de portage de repas, quelque chose appelé évaluation pour résidence senior. Je les ai prises. J'ai souri. Je suis partie. Et je suis restée assise dans ma voiture sur ce parking pendant 20 minutes, fixant le volant, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Obsolète. Je ne sais pas quand ça a commencé. C'est la partie qui m'effraie le plus. On ne se réveille pas un jour soudainement vieille. On ne reçoit pas une lettre nous informant que notre corps a entamé son compte à rebours final. Ça s'infiltre. Un pas plus lent par-ci, une prise plus serrée par-là. Et on s'adapte sans y penser, comme on s'adapterait à une porte qui coince ou un robinet qui goutte, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse remarquer, jusqu'à ce qu'un médecin chronomètre votre marche, jusqu'à ce qu'un chiffre sur un écran vous dise que vous avez franchi une ligne invisible entre « se débrouille bien » et « a besoin d'assistance ». J'ai commencé à faire attention après ce rendez-vous, pas de manière obsessionnelle, juste en remarquant. Comment je devais m'appuyer contre le lavabo de la salle de bain quand je me penchais pour lasser mes chaussures. Comment j'évitais de porter le panier à linge en haut des escaliers en un seul voyage maintenant. Comment j'avais commencé à tenir la rampe des 2 côtés quand je descendais à la cave, alors qu'avant je dévalais ces marches sans y penser. Des petites choses, des adaptations raisonnables. Rien de dramatique, mais elles s'accumulaient. Richard disait toujours que j'avais des mains comme un étau. Je lui serrais l'épaule en passant derrière sa chaise, et il grimaçait, à moitié pour plaisanter. Doucement, Margot. Je marque facilement. J'aimais ça. Ça me faisait me sentir solide, capable. Forte d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. La semaine dernière, j'ai essayé d'ouvrir un nouveau bocal de sauce tomate. J'ai tourné. Rien. J'ai passé le couvercle sous l'eau chaude. Réessayer. Rien. Je l'ai calé contre ma hanche, enroulé un torchon autour pour mieux agripper et utiliser mes 2 mains. Le couvercle n'a pas bougé. Je suis restée là dans ma cuisine, seule, tenant un bocal de sauce que je ne pouvais pas ouvrir. Et pendant un instant, un éclair dont je ne suis pas fière, j'ai pensé à le jeter contre le mur. À la place, je l'ai posé sur le comptoir. J'ai mangé des tartines pour dîner. Et je n'ai pas réessayé. Je n'ai parlé à personne du rendez-vous, pas à mes enfants, pas à Sarah la voisine. J'ai juste rangé ces brochures dans le tiroir près du téléphone et me suis dit que j'étais prévoyante, préparée, responsable. Mais la vérité, c'est que j'avais honte. Parce que quelque part au fond de moi, j'avais commencé à croire qu'avoir besoin d'aide signifiait que j'avais échoué. Que la lente trahison de mon corps était quelque chose que j'aurais dû pouvoir empêcher si j'avais été plus disciplinée, plus active, plus quelque chose. Je sais que ce n'est pas rationnel.
Je sais que vieillir n'est pas un échec moral, mais savoir quelque chose et le ressentir sont deux choses très différentes. Le premier test, ça a commencé petit, raisonnable, logique même. J'ai décidé de me prouver à moi-même, et peut-être au docteur Moreau, lors d'un hypothétique futur rendez-vous, que j'allais bien, que je n'avais pas besoin d'aide, que ces brochures pouvaient rester dans le tiroir, intouchées, jusqu'à ce que je les jette définitivement. J'ai cherché ce que j'étais censé faire. Des articles sur maintenir son autonomie. Des vidéos avec des instructeurs enthousiastes démontrant des exercices sur des tapis de yoga dans des salons impeccables. Tous disaient la même chose, restez active, continuez à bouger. Ce qui ne sert pas se perd. Alors je me suis engagée. Chaque matin, j'allais marcher, pas juste jusqu'à la boîte aux lettres. Une vraie marche, autour du pâté de maison. Peut-être 2, aussi loin que je pouvais. Le premier matin, j'ai lacé mes baskets, les blanches que j'avais achetées 2 ans plus tôt et à peine portées, et suis sortie juste après le lever du soleil. L'air était frais. La rue était calme. Je me sentais déterminée. J'ai fait la moitié du pâté de maison avant que mon genou gauche commence à me faire mal. Pas une douleur vive, juste une douleur sourde et persistante qui m'a fait raccourcir ma foulée. Quand j'ai atteint le coin de la rue, je respirais plus fort que prévu. Ma hanche était raide. Je me suis dit que c'était parce que je ne m'étais pas bien échauffée. J'ai fait demi-tour et suis rentrée. Tout ça a pris peut-être 12 minutes. Je me suis assise sur les marches du perron après, essoufflée, et j'ai essayé de me dire que c'était un début, que demain serait plus facile. Ça ne l'a pas été. Le deuxième matin, le genou faisait mal dès le début. J'ai marché plus lentement. J'ai raccourci encore plus le trajet, m'arrêtant à la boîte aux lettres de Madame Alvarez au lieu du coin de la rue. Au 4e jour, j'ai complètement arrêté. Pas parce que j'abandonnais, parce que je me suis dit que j'avais besoin de repos, de laisser mon corps récupérer, de recommencer quand je me sentirais plus forte. Mais je ne me suis jamais sentie plus forte, et les baskets sont retournées dans le placard. Le deuxième test, j'ai essayé quelque chose de différent, plus doux, plus adapté à mon âge, comme Internet n'arrêtait pas de suggérer. Des exercices sur chaise. Il y avait une vidéo que j'ai trouvée, une femme dans la 60aine, avec une posture parfaite et une voix apaisante, démontrant des mouvements qu'on pouvait faire assis. Levée de jambes, cercles avec les bras, rotation des chevilles. Ça avait l'air facile, faisable, sans danger. J'ai tiré une chaise de cuisine dans le salon, appuyée sur lecture, et suivi. Pendant environ 6 minutes, je me sentais bien, compétente même. Je pouvais faire ça. Puis elle a dit, « Maintenant, nous allons nous lever et nous rasseoir 10 fois, lentement, sans utiliser les mains. » J'ai mis la vidéo en pause. J'ai regardé la chaise. J'ai essayé une fois. Mes cuisses brûlaient. J'ai dû attraper la coudoir pour me stabiliser en me rasseyant. J'ai réessayé. Pareil. À la 3e tentative, j'ai abandonné et suis juste restée assise là, fixant l'écran figé, sentant le poids de mon propre corps comme je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Le 3e test. J'ai acheté des poignées de musculation pour les mains, de petits trucs en mousse qu'on serre pour développer la force. L'emballage disait qu'elles étaient parfaites pour les seniors. Je détestais ce mot, mais je les ai achetées quand même. Je les ai gardées sur la table d'appoint à côté de mon fauteuil. Chaque soir, en regardant les informations, je serrais. 20 fois avec la main droite, 20 avec la gauche. Au début, ça faisait du bien, productif, comme si je faisais quelque chose. Mais après 2 semaines, j'ai réalisé que ma force de préhension ne s'était pas du tout améliorée. Le bocal de sauce tomate était toujours fermé sur le comptoir. Et mes mains me faisaient mal la nuit d'une façon qu'elles n'avaient jamais connue avant. J'ai arrêté d'utiliser les poignées. Elles sont toujours sur la table. Je les vois tous les jours. Je ne les prends plus. J'ai continué à essayer, de petites manières, pendant presque 6 semaines. J'ai essayé de tenir sur une jambe en me brossant les dents. J'ai tenu 4 secondes avant d'attraper le lavabo. J'ai essayé de manger plus de protéines, convaincue que ça reconstruirait ce que j'avais perdu.
J'ai essayé de me coucher plus tôt, pensant que j'étais peut-être juste fatiguée. Rien n'a marché. Et à chaque tentative ratée, la même pensée devenait plus forte. Peut-être qu'il est trop tard. Peut-être que c'est juste ce qui arrive. Peut-être que je suis censée l'accepter, mais l'accepter ressemblait à abandonner. Et abandonner ressemblait au début de la fin. C'était un mardi après-midi quand tout a atteint son point culminant. J'étais debout dans ma cuisine, fixant ce même bocal de sauce tomate, celui que je n'avais toujours pas ouvert, quand j'ai entendu frapper à la porte. Sarah, tenant Emma par la main, toutes les deux souriantes. « Mademoiselle Marguerite, on a fait des cookies, » dit Emma en brandissant un récipient en plastique. « Maman dit qu'ils sont probablement ratés, mais moi je trouve qu'ils sont bons. » Sarah a ri. J'ai dit qu'ils étaient peut-être un peu brûlés en dessous. Je les ai fait entrer. Emma s'est assise à la table, bavardant à propos de l'école. Sarah s'est servi un verre d'eau sans demander, comme elle le faisait toujours. Et puis, aussi naturellement que si elle commentait la météo, Sarah a dit « Ça va? Tu as l'air fatiguée ces derniers temps. » Je n'étais pas prête pour la question. Elle m'a prise au dépourvu. « Je vais bien », ai-je dit automatiquement. Mais Sarah n'avait pas l'air convaincue. Elle a jeté un coup d'œil au bocal sur le comptoir, puis m'a regardé de nouveau. « Tu as besoin d'aide avec ça ?» C'était une si petite chose. Un bocal, un couvercle, une simple offre. Mais à ce moment-là, ça semblait énorme. J'ai ouvert la bouche pour dire non, pour balayer la question, pour préserver le peu de dignité qu'il me restait. Au lieu de ça, je me suis entendue dire « oui ». Sarah a tourné le couvercle. Il s'est ouvert avec un petit pop. Elle l'a posé sur le comptoir, a souri et a dit « et voilà ». C'était tout. Pas de fanfare. Pas de commentaires sur combien c'était facile pour elle, combien ça avait été difficile pour moi. Elle l'a juste ouvert et est passée à autre chose, se tournant déjà pour demander à Emma son test d'orthographe. J'aurais dû me sentir reconnaissante. Au lieu de ça, j'ai ressenti quelque chose de plus proche du chagrin, parce que ce n'était pas qu'un bocal. C'était une preuve, la preuve que mon corps avait maintenant des limites que les autres n'avaient pas, la preuve que j'avais besoin de choses que je me procurais autrefois moi-même, la preuve que l'écart entre qui j'étais et qui j'étais devenue se creusait plus vite que je ne pouvais le prétendre. Sarah est restée 20 minutes. Emma a mangé 3 cookies et m'a parlé d'un garçon de sa classe qui avait amené un lézard à l'école dans sa boîte à goûter. J'ai ri au bon moment. J'ai hoché la tête. J'ai fait comme si tout allait bien. Mais tout le temps, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à ce bocal ouvert, posé sur le comptoir. Quand elles sont parties, je suis restée seule dans ma cuisine et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'enterrement de Richard. Pas parce que je ne pouvais pas ouvrir un bocal, parce que je ne savais pas comment être cette version de moi-même. Le 4e test. J'ai décidé de faire les choses correctement cette fois. Plus de vidéos sur Internet, plus de poignées de musculation qui prennent la poussière. Si j'allais résoudre ça, j'avais besoin d'aide professionnelle. Une vraie aide. J'ai appelé le numéro sur l'une des brochures que l'infirmière du docteur Moreau m'avait donné. Une femme enjouée a répondu et m'a programmé une évaluation à domicile pour le jeudi suivant. Elle s'appelait Denise. Elle est arrivée exactement à l'heure, bloc-notes en main, portant une blouse couverte de petits cœurs joyeux. Elle devait avoir une 40aine d'années. Queue de cheval blonde, sourire chaleureux. Elle a demandé si elle pouvait s'asseoir. « Bien sûr », ai-je dit en désignant le canapé. Elle ne s'est pas assise sur le canapé. Elle s'est assise dans le fauteuil de Richard. C'était irrationnel, cet éclair de colère que j'ai ressenti. Elle ne savait pas. Elle s'asseyait juste. Mais ce fauteuil avait été le sien pendant 30 ans. Et même s'il était parti depuis plus d'une décennie, je le considérais toujours comme occupé. Je me suis assise en face d'elle et ai croisé les mains sur mes genoux. « Alors, Marguerite, » dit Denise joyeusement, « je suis ici pour parler de comment nous pouvons vous aider à rester en sécurité et autonome chez vous. » Le mot « autonome » ressemblait à un mensonge enveloppé de gentillesse. Elle a posé des questions. Beaucoup. Est-ce que j'avais des difficultés à entrer et sortir de la baignoire? Parfois.
Est-ce que j'avais fait des chutes ou failli tomber au cours des 6 derniers mois? Une fois, peut-être 2. Est-ce que je me sentais capable de cuisiner pour moi-même? Généralement. Est-ce que j'avais de la famille à proximité qui prenait régulièrement de mes nouvelles? Définir régulièrement. Elle a tout noté. Puis elle a fait le tour de ma maison, pièce par pièce, prenant encore des notes. Elle a montré le petit tapis dans le couloir. Risque de chute. Elle a testé la barre d'appui que j'avais installée dans la douche il y a des années. Celle-ci est desserrée. Il faudrait la remplacer. Elle a ouvert mon réfrigérateur et a légèrement froncé les sourcils devant son contenu. Est-ce que vous mangez assez de protéines? Au moment où elle s'est assise dans le fauteuil de Richard, j'avais l'impression d'avoir échoué à un examen pour lequel je n'avais pas révisé. Bon, dit-elle, toujours souriante, voici ce que je recommanderais. Elle a recommandé beaucoup de choses. Une aide à domicile, 3 fois par semaine, 2 heures par visite. Quelqu'un pour aider à la toilette, la préparation des repas, le ménage léger. De la kinésithérapie, 2 fois par semaine. Pour travailler la force et l'équilibre, des barres d'appui dans 3 autres endroits. Un médaillon d'alerte médicale. Des repas préparés et livrés 2 fois par semaine. Elle a glissé un papier sur la table. Davis. J'ai regardé le chiffre et mon estomac s'est noué. Je sais que ça semble beaucoup, dit Denise doucement, mais la sécurité sociale en prend en charge une partie. Et il s'agit vraiment de votre sécurité. Nous voulons que vous restiez chez vous aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible. Comme si une horloge tournait. Comme si nous achetions du temps. J'y réfléchirai, ai-je dit. Elle a souri de nouveau. Laissez sa carte. M'a dit d'appeler quand je voulais. Après son départ, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai fixé celui de Richard vide. Je n'ai pas appelé. Le 5e test. J'ai essayé une dernière chose. J'ai embauché quelqu'un. Pas par l'agence. Je ne pouvais pas me le permettre. Mais une femme de la paroisse, la fille d'une amie de Léa, une jeune fille nommée Amy, qui essayait de gagner un peu d'argent en préparant son diplôme d'infirmière. Elle venait les lundis et jeudis. Elle était gentille, Pauline. Elle nettoyait ma cuisine, faisait ma lessive, m'aidait à organiser le garde-manger. Et j'ai détesté chaque seconde, pas à cause d'elle. Elle était adorable. Mais parce que j'étais devenue le genre de personne qui a besoin de quelqu'un pour plier ses serviettes. La première semaine, je l'ai suivie partout, lui indiquant où les choses allaient, expliquant comment j'aimais que les choses soient faites. Elle hochait patiemment la tête et faisait exactement ce que je demandais. La 2e semaine, je me suis assise dans le salon et l'ai écoutée se déplacer dans ma maison, ouvrant des placards, faisant couler l'eau, fredonnant doucement. J'avais l'impression d'être une invitée dans ma propre vie. À la 3e semaine, j'ai commencé à quitter la maison pendant ses visites. Je conduisais jusqu'à la bibliothèque, m'asseyais dans la salle de lecture et attendais qu'elle soit partie. Le 4e jeudi, je l'ai appelée 1 heure avant son arrivée prévue et lui ai dit que je n'avais plus besoin d'elle. « Vous êtes sûre ?» a-t-elle demandé. « J'ai fait quelque chose de mal ?» ?»« Non, » ai-je dit rapidement. « Tu étais formidable. C'est juste, je n'ai pas besoin d'aide en ce moment. » C'était le mensonge le plus gentil que je pouvais inventer. Je pensais que je me sentirais soulagée quand elle a arrêté de venir. Au lieu de ça, je me suis sentie plus seule que jamais. Parce que maintenant, j'avais la preuve. La preuve que je ne pouvais pas le faire moi-même. La preuve que l'aide professionnelle était trop chère. La preuve qu'embaucher quelqu'un me faisait me sentir pire, pas mieux. J'étais coincée. Et pour la première fois de ma vie, je ne savais pas quoi faire. J'ai arrêté de répondre au téléphone pendant un moment après ça. David a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il allait juste demander comment j'allais et je n'avais pas l'énergie de faire semblant. Suzanne a envoyé un SMS. Je prends des nouvelles. Ça va? J'ai répondu bien. On se parle bientôt. Même Sarah a frappé un après-midi et j'ai fait semblant de ne pas être là. Je suis restée dans ma cuisine complètement immobile jusqu'à ce que j'entende ses pas s'éloigner du perron. Je n'essayais pas de punir qui que ce soit. Je ne supportais simplement pas le poids de leur inquiétude. C'est étrange, la façon dont la honte fonctionne.
Elle ne s'annonce pas. Elle s'infiltre silencieusement jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez organisé toute votre vie pour l'éviter. J'ai arrêté d'aller à l'église parce que je ne voulais pas qu'on me demande comment j'allais. J'ai arrêté d'aller au club de lecture du mardi à la bibliothèque parce que je ne voulais pas expliquer pourquoi j'avais manqué tant de semaines. J'ai même arrêté ma promenade quotidienne jusqu'à la boîte aux lettres parce que j'avais peur que Madame Alvarez me voie marcher lentement et propose de m'aider. Je me disais que j'étais discrète, digne, autonome, mais en réalité j'étais juste en train de disparaître. Le point de rupture est arrivé un mercredi. Je ne me souviens pas de ce que j'essayais d'attraper, quelque chose sur l'étagère du haut du garde-manger. Une boîte de biscuits, peut-être. Je me suis étirée. Mon pied a glissé sur quelque chose, un torchon que j'avais fait tomber plus tôt, je crois, et je suis tombée. Pas violemment, pas de façon spectaculaire. Je suis juste tombée. Je me suis rattrapée avec les mains atterries sur les genoux et suis restée là un moment, respirant fort, fixant le linoléum. Je n'étais pas blessée. Pas vraiment. Mon poignet me faisait mal. Mes genoux allaient avoir des bleus, mais rien n'était cassé. Ce qui m'a terrifiée, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me relever. J'ai dû ramper jusqu'au comptoir, me hisser en m'accrochant au bord, rester là, tremblante, agrippée à l'évier, attendant que mon cœur arrête de battre la chamade. Et tout le temps, une pensée n'arrêtait pas de tourner. Et si personne n'était venu? Et si je n'avais pas pu me relever? Combien de temps serais-je restée par terre avant que quelqu'un me trouve? Je suis restée là pendant 20 minutes, peut-être plus, juste accrochée à ce comptoir. Et quand j'ai finalement lâché, j'ai su. Je ne pouvais pas continuer à faire ça toute seule. Je veux vous dire quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre. Après cette chute, j'ai commencé à écrire des choses. Pas un journal exactement, plutôt des instructions. Pour moi-même. Pour quiconque pourrait en avoir besoin. Des petites choses que j'avais apprises à la dure, sur comment rester en sécurité, sur comment demander de l'aide sans se perdre soi-même, sur la différence entre l'autonomie et l'isolement. J'ai rempli un cahier entier, puis un autre. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Je savais juste que j'avais besoin de sortir tout ça de ma tête. Il y a quelques mois, ma petite fille Claire m'a aidé à transformer ces cahiers en quelque chose de concret. Elle a appelé ça un livre. Moi, j'appelle ça un accident. Le Code de la liberté. C'est sur l'autonomie. La vraie autonomie. Pas celle qui signifie tout faire soi-même, mais celle qui signifie construire une vie où on peut encore choisir. Où on est en sécurité, mais pas diminué. Où on compte, même quand le corps commence à nous lâcher. J'ai finalement trouvé le courage de le partager. C'est numérique, donc n'importe qui peut le lire. Le lien est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Je vous dis ça parce que Dorothée de Lyon l'a lu la semaine dernière et m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle évitait les appels de sa fille depuis des mois parce qu'elle avait honte d'avoir besoin d'un déambulateur. Après l'avoir lu, elle a rappelé sa fille. Elles ont parlé pendant 1 heure. François, 81 ans, a dit que ça l'avait aidé à comprendre pourquoi il était si en colère contre son fils, qui lui avait suggéré de se rapprocher de la famille. Il a réalisé qu'il n'était pas en colère contre le déménagement. Il était en colère de ne pas avoir été consulté, juste informé. Je pense peut-être le retirer. Je ne suis toujours pas sûre d'avoir dû partager quelque chose d'aussi personnel. Mais si vous regardez ceci et que vous vous êtes senti coincé comme moi, essayant tout et rien ne fonctionne, ça pourrait aider. Le lien est dans le commentaire épinglé. C'est tout ce que j'en dirai. 2 jours après la chute, Sarah a frappé de nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a juste regardé et a dit « Emma veut savoir si tu viendras à sa pièce de théâtre à l'école la semaine prochaine. » Elle joue un arbre. J'ai failli dire non. J'ai failli dire que j'étais occupée ou fatiguée ou que je ne me sentais pas bien. Mais quelque chose en moi a changé. J'adorerais, ai-je dit. Sarah a souri. Bien. Je passe te prendre à 18 heures. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Marguerite, dit-elle sans se retourner.
Tu n'as pas à tout faire toute seule. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas fermé la porte non plus. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon et j'ai pensé à Richard, pas à sa perte, à quelque chose qu'il avait dit il y a des années, lors d'une de nos rares vraies conversations sur les sentiments. Nous étions assis sur ce même canapé. J'étais contrariée par quelque chose, je ne me souviens même plus quoi, et j'avais dit « Je ne veux pas être un fardeau ». Il m'avait regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. « Margot, avait-il dit, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens ne sont pas des fardeaux, ce sont juste des gens. Tu les aides, ils t'aident. C'est tout. » Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Je crois que je commence à comprendre maintenant. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai appelé Sarah. « Je peux te demander quelque chose ?» ai-je dit quand elle a répondu. « Bien sûr. » J'ai pris une inspiration. « Quand tu vas chercher Emma à l'école, est-ce que je pourrais venir avec toi parfois ?» Il y a eu un silence. Puis, « Marguerite, j'allais te poser la même question. Emma adore être en voiture avec toi. Et honnêtement, ça m'aide. Ça me donne 20 minutes pour finir mon travail avant de passer en mode maman. Tu es sûre ? Ai-je demandé. Je suis sûre, dit-elle. Et si on commençait aujourd'hui ? Cet après-midi-là, j'étais assise côté passager dans la voiture de Sarah pendant qu'elle conduisait jusqu'à l'école primaire. On n'a pas beaucoup parlé. Elle avait mis la radio en sourdine. Je regardais les arbres défiler par la fenêtre. Quand on s'est arrêté, Emma est sortie en courant, son cartable rebondissant, ses cheveux blonds volants. Elle est montée sur la banquette arrière et a immédiatement commencé à parler. « Mademoiselle Marguerite, devine quoi? J'ai pu donner à manger au hamster de la classe aujourd'hui et il a mangé une carotte entière et Madame Martin a dit que j'étais très responsable. » Je me suis retournée pour la regarder. Elle m'a fait un grand sourire, avec une dent de devant en moins. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu l'impression de disparaître. J'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Aller chercher Emma à l'école est devenu une routine. Lundi, mercredi, vendredi, Sarah se garait dans mon allée à 14h15. Je l'attendais sur le perron. On faisait les quelques rues jusqu'à l'école primaire Pasteur, on se garait dans la file d'attente et on attendait qu'Emma émerge de cette marée de petits corps et de cartables surdimensionnés. Les 2 premières semaines, j'écoutais surtout. Emma montait sur la banquette arrière et déversait la journée entière dans un monologue essoufflé. Qui s'était assis avec qui à la cantine? Ce qui s'était passé à la récré. Combien de fois Jacob avait eu son nom écrit au tableau pour bavardage? Sarah posait des questions, riait au bon moment, rappelait à Emma ses devoirs. Et moi, j'étais assise côté passager, regardant par la fenêtre, me sentant utile d'une façon que je ne pouvais pas vraiment nommer. Je ne faisais rien, pas vraiment, mais j'étais là, et d'une certaine manière, ça semblait compter. C'est la 3e semaine qu'Emma m'a posé la question. On venait de quitter l'école. Sarah négociait la circulation du parking, concentrée pour ne pas heurter le défilé de monospace. Emma était plus calme que d'habitude. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et l'ai vue regarder par la fenêtre, tripotant la sangle de son cartable. « Mademoiselle Marguerite ?» dit-elle finalement. « Oui, ma chérie, tu crois que je suis nulle en lecture ?» La question m'a prise au dépourvu. « Pourquoi tu penserais ça ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules, toujours sans me regarder. On doit lire à voix haute en classe, et je me trompe parfois. Et après, tout le monde me regarde. Sarah a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, son expression tendue d'inquiétude, mais elle n'a rien dit. Je me suis retournée autant que la ceinture de sécurité le permettait. « Je peux te dire quelque chose ?» ai-je dit. Emma a hoché la tête. Quand j'étais en CE1, j'ai dû réciter un poème devant toute la classe. Je l'avais répété 100 fois à la maison. Je connaissais chaque mot. Mais quand je me suis levée devant tout le monde, j'étais tellement nerveuse que j'ai complètement oublié le 2e couplet. Je suis juste restée là, en silence, jusqu'à ce que ma maîtresse me dise que je pouvais m'asseoir. Les yeux d'Emma se sont agrandis. « C'est vrai ? » « C'est vrai. »
J'étais tellement gênée que j'ai pleuré dans les toilettes après. T'as fait quoi? J'ai évité de lire à voix haute pendant le reste de l'année. Chaque fois que la maîtresse m'interrogeait, je faisais semblant de ne pas trouver la bonne page. Tu as eu des ennuis? Non, mais je suis restée avec ma peur. Et tu sais ce que je souhaite maintenant? Quoi? J'aurais voulu continuer à essayer, parce que la peur ne disparaît pas quand on l'évite. Elle devient juste plus grosse. Emma est restée silencieuse un moment, réfléchissant. Puis elle a dit « Tu veux bien m'aider à m'entraîner chez toi ?» J'ai regardé Sarah, qui alternait entre la route et le rétroviseur son expression indéchiffrable. « Si ta maman est d'accord, ai-je dit prudemment. » Sarah a souri. « Je trouve que c'est une excellente idée. » Emma a commencé à venir chez moi 2 fois par semaine après l'école. Sarah la déposait et pendant 30 minutes, Emma et moi nous asseyions à ma table de cuisine avec le livre qu'elle avait rapporté de l'école. Elle lisait à voix haute, lentement, attentivement, trébuchant sur les mots plus longs. J'écoutais. Je l'aidais quand elle était bloquée. Je lui rappelais de respirer, de ralentir, de réessayer. Je ne faisais pas la leçon. Je ne la corrigeais pas durement. Je m'asseyais juste à côté d'elle. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle s'est améliorée. Pas parce que j'étais enseignante. Je ne l'étais pas. Je n'avais pas de formation, pas de technique, pas de plan de cours. Mais j'avais du temps, j'avais de la patience. Et j'avais la constance de quelqu'un qui n'était pas pressé de passer à la suite. Après quelques semaines, Emma lisait plus fluidement. Sa confiance grandissait. Elle levait les yeux vers moi après avoir fini une page, souriante, attendant ma réaction. « C'était merveilleux, disais-je, et je le pensais vraiment. » Un après-midi, environ 6 semaines plus tard, Sarah est venue chercher Emma et s'est attardée dans l'entrée plus longtemps que d'habitude. Emma était aux toilettes. On n'était que toutes les deux. « Je ne sais pas si je te l'ai dit, » commença Sarah, puis s'arrêta. « Et comment ça? Ce que tu fais pour elle, ça l'aide vraiment. Pas juste pour la lecture. Pour tout, elle a plus confiance en elle. Elle parle de toi tout le temps. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Je ne fais pas grand-chose, ai-je dit. » Sarah a secoué la tête. « Tu fais plus que tu ne le penses. » Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Tu sais ce qu'elle m'a dit la semaine dernière? Elle a dit, Mademoiselle Marguerite ne me presse pas. Elle attend juste. » Je ne me fiais pas à ma voix pour répondre. Sarah a souri doucement. C'est exactement ce dont elle a besoin. Et honnêtement, c'est ce dont j'ai besoin aussi. Savoir qu'elle est ici avec toi pendant que je finis mon travail, savoir qu'elle est en sécurité et qu'on prend soin d'elle. Marguerite, tu m'aides autant que tu l'aides elle. J'ai baissé les yeux vers mes mains, les mêmes mains qui ne pouvaient pas ouvrir un bocal, qui ne pouvaient plus tenir un volant pour de longs trajets, qui tremblaient légèrement quand je tenais une tasse de café. Mais elles pouvaient tourner les pages d'un livre. Elle pouvait se poser sur une petite épaule quand une enfant trébuchait sur un mot. Elle pouvait encore faire quelque chose. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à remarquer d'autres choses, de petits changements, des évolutions silencieuses. Je dormais mieux. Pas parfaitement, mais mieux. Je mangeais plus régulièrement parce que je ne voulais pas qu'Emma voie une cuisine vide. Je bougeais plus prudemment, oui, mais aussi plus intentionnellement. J'avais recommencé à tenir la rampe quand je descendais les escaliers, non pas par honte, mais par pragmatisme. Parce que tomber ne concernait plus que moi. Si je tombais, Emma s'inquiéterait. Sarah s'inquiéterait. Je comptais de nouveau dans la vie quotidienne de quelqu'un, et ça me donnait envie de prendre soin de moi. Il y a eu un après-midi, environ 3 mois après le début de notre routine, où tout s'est mis en place. Emma venait de finir de lire un livre entier, son premier roman lu en entier. Elle l'a fermé avec un bruit satisfait et m'a regardée rayonnante. J'ai réussi. Absolument. Elle est restée assise un moment, balançant ses jambes sous la chaise, puis a dit « Mademoiselle Marguerite, est-ce que tu es toute seule ?» La question m'a surprise. « Pourquoi tu demandes ça ?» Elle a haussé les épaules. « Ma maman a dit que tu vis toute seule. Elle a dit que ça doit être dur parfois. » J'ai réfléchi à comment répondre. « Parfois, ai-je dit honnêtement, mais plus autant qu'avant. Parce qu'on vient te voir ?» Oui,
Elle a hoché la tête, considérant la chose. Puis, d'un ton factuel, je suis contente, parce que j'aime bien être ici. C'est calme, mais pas un calme qui fait peur, juste un calme agréable. Elle l'a dit si simplement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde, et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Ma maison n'était plus vide, elle était calme. Il y a une différence. Vide, c'est un espace où rien ne se passe, où personne ne vient, où le temps passe simplement. Calme, c'est un espace où des petites choses importantes se déroulent, où quelqu'un se sent en sécurité, où la présence compte plus que le bruit. J'avais passé des mois à pleurer ce que j'avais perdu, ma force, mon autonomie, mon utilité, mais je mesurais les mauvaises choses. J'ai pensé à Arthur cette nuit-là. Je ne m'étais pas permis de penser à lui depuis des années, mais assise seule dans mon salon, regardant la dernière lumière s'évanouir derrière ma fenêtre, le souvenir a refait surface. L'été 1974. J'avais 32 ans. Richard travaillait de longues heures. Les enfants étaient jeunes et épuisants et partout. Arthur était un maître de conférence invité à la fac, où j'avais suivi un cours de comptabilité des années auparavant. Il est entré à la bibliothèque un après-midi, alors que j'y étais avec les enfants, essayant de trouver un peu de paix dans les rayonnages pendant qu'il coloriait à une table. On a parlé, juste une fois, peut-être 20 minutes. Il m'a demandé ce que je lisais. Je lui ai dit que je ne lisais pas, j'étais juste assise. Il a ri, pas méchamment. Il a dit, « Parfois c'est la chose la plus honnête qu'on puisse faire. » Je ne l'ai jamais revu. Il a quitté la ville à la fin de l'été, mais je me souvenais de la façon dont il m'avait regardée, pas comme une mère ou une épouse ou une responsabilité, juste comme une personne qui valait la peine qu'on lui parle. J'ai passé des années à me demander à quoi ma vie aurait pu ressembler si j'avais été quelqu'un de différent, quelqu'un de plus courageux, quelqu'un qui demandait davantage. Mais assise dans mon salon ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis d'envisager. Ce n'était peut-être pas une question de ce que je n'avais pas choisi. C'était peut-être une question de ce que je pouvais encore choisir. Le rebondissement, ce que je n'avais pas vu venir, c'est que résoudre le problème n'avait rien à voir avec devenir plus forte. Je n'ai jamais retrouvé ma force de préhension. Je ne peux toujours pas ouvrir les bocaux. Je tiens toujours la rampe. Je bouge toujours lentement, mais j'ai arrêté de mesurer ma valeur à ce que je pouvais physiquement faire. Parce que voici ce que j'ai découvert. Le 7e signe qui prédit combien de temps vous vivrez après 70 ans n'a rien à voir avec votre vitesse de marche ou votre équilibre ou combien de kilos vous pouvez soulever. C'est si vous avez encore une raison de vous lever le matin, pas une grande raison, pas un but qui fait bien sur le papier, juste quelque chose de petit et récurrent qui vous fait sentir que vous comptez. Pour moi, c'est Emma, c'est Sarah, c'est le rythme des lundis, mercredis, vendredis à 14h45. C'est savoir que si je n'étais plus là, quelqu'un le remarquerait. C'est le signe que les médecins ne mesurent pas. C'est ce qui vous maintient en vie. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait maintenant. Ce n'est pas le cas. Mon corps défaille toujours de petites façons irréversibles. J'ai encore des jours où je suis fatiguée sans raison, où mes mains me font mal, où je me regarde dans le miroir et reconnais à peine la personne qui me fixe. Mais j'ai aussi des jours où Emma monte les marches de mon perron en courant, essoufflée et souriante, tenant un nouveau livre qu'elle veut lire avec moi. Des jours où Sarah m'envoie un message le matin, un café plus tard. Des jours où je suis assise dans ma cuisine, la lumière du soleil filtrant par la fenêtre et ressens quelque chose que je pensais avoir perdu. Le contentement. J'ai beaucoup réfléchi à ce que l'autonomie signifie vraiment. Pendant si longtemps, je pensais que ça voulait dire n'avoir besoin de personne. Tout faire moi-même. Prouver que j'étais encore capable. Mais ce n'est pas l'autonomie. C'est l'isolement déguisé. La vraie autonomie, c'est avoir la liberté de choisir, de dire oui quand on veut, de dire non quand on en a besoin, de demander de l'aide sans se perdre soi-même. C'est construire une vie où on est assez connecté pour que les gens remarquent quand on a des difficultés, mais assez respecté pour qu'ils ne prennent pas le contrôle. C'est ce que j'essayais d'écrire dans ces cahiers.
C'est ce qu'est devenu le Code de la liberté. Pas un manuel, pas des instructions, juste la vérité telle que je l'ai vécue. Comment rester en sécurité sans disparaître? Comment accepter de l'aide sans devenir invisible? Comment compter même quand le corps commence à nous lâcher? La semaine dernière, Emma a fini un autre livre. Quand elle l'a fermé, elle m'a regardée et a dit « Mademoiselle Marguerite, tu crois que je suis bonne en lecture maintenant ?»« Je crois que tu es bien meilleure qu'avant, » ai-je dit. « Mais plus important encore, est-ce que toi tu crois que tu es bonne ?» Elle a réfléchi un moment, puis a hoché la tête. « Oui, je crois. Alors c'est ce qui compte. » Elle a souri. Puis de nulle part, elle a tendu le bras à travers la table et a posé sa petite main sur la mienne. « Merci de m'avoir aidée, dit-elle. J'ai baissé les yeux vers nos mains, la sienne lisse et petite, la mienne ridée et tachée et faible, mais assez stable pour tenir la sienne. « De rien, ma chérie, ai-je dit, et je le pensais plus qu'elle ne le saura jamais. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait vraiment. Mais je sais ceci, je ne vais pas le passer à essayer de prouver que je n'ai besoin de personne. Je vais le passer à être présente, à être là, à compter de petites façons pour les personnes qui ont choisi de me laisser entrer. C'est ce qu'on ne vous dit pas sur le vieillissement. Ce n'est pas une question de force. C'est une question de volonté de se laisser avoir besoin des autres et d'avoir besoin d'eux en retour. Les 7 signes que les médecins mesurent, la vitesse de marche, la force de préhension, l'équilibre, le sommeil, l'appétit, le stress, les liens sociaux, ils sont tous importants. Mais le 8e signe, celui qui prédit vraiment combien de temps vous vivrez, c'est celui-ci. Avez-vous encore quelque chose pour quoi rester? Pas quelque chose de grand, juste quelque chose de réel. Pour moi, c'est une petite fille aux cheveux blonds qui lit à voix haute à ma table de cuisine 2 fois par semaine. C'est une voisine qui ne me traite pas comme si j'étais fragile. C'est la connaissance tranquille que si je n'étais plus là demain, quelqu'un me regretterait. C'est ce qui vous garde en vie, pas la force, pas l'autonomie, le lien. Si vous regardez ceci et que vous avez eu des difficultés comme moi, essayant de tout faire seul, mesurant votre valeur à ce que vous pouvez encore physiquement faire, ayant peur de devenir un fardeau, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas un fardeau, vous êtes une personne, et les gens qui vous aiment ne comptent pas les points. Laissez-les entrer, laissez-les aider. Permettez-vous de compter, parce que c'est la seule chose qui nous maintient vraiment en vie. Je suis reconnaissante. Pas pour tout. Je ne vais pas prétendre que les pertes ne font pas mal, mais je suis reconnaissante pour ce qui reste, pour le son de la voix d'Emma lisant à voix haute, pour la façon dont Sarah frappe à ma porte sans attendre d'invitation, pour mes mains, aussi faibles soient-elles, encore capables de tourner des pages, pour les matins, pour le calme, pour la possibilité qu'aujourd'hui me surprenne, pour être encore là, c'est suffisant. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui, d'avoir écouté une vieille femme parler de bocaux et de leçons de lecture et de ce que ça veut dire de compter. Si cela a résonné en vous, si vous vous êtes senti perdu dans votre propre lutte avec le vieillissement ou l'autonomie, j'espère que vous lirez ce que j'ai écrit dans le Code de la liberté. C'est tout ce que j'ai appris sur comment rester libre quand le corps commence à nous lâcher. Le lien est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Je pense encore à le retirer. Partager quelque chose d'aussi personnel me rend toujours nerveuse. Alors si vous voulez le lire, n'attendez pas. Cliquez sur ce lien maintenant. Et si vous aimeriez rester avec moi encore, je serai reconnaissante de votre compagnie. Abonnez-vous et je serai là. À la prochaine.